Bien. Je ne sais pas trop de quoi je vais vous parler, mais je vais quand même me référer à quelque chose de simple, le tableau périodique. Pour moi, c'est une découverte extrêmement importante dans le domaine de la chimie, parce qu'avec le tableau périodique, on est passé de la chimie analyse, découvrir quels sont les éléments qui constituent la matière, à la synthèse. À la synthèse, c'est-à-dire que le tableau périodique, ça permet, en fait, c'est un peu comme une gamme. Avec les 7 notes de la gamme, vous pouvez composer une symphonie. Ben, c'est pareil, avec les cases du tableau périodique, vous pouvez synthétiser un peu toute la matière. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le tableau périodique a été basé sur le fait qu'on met dans une même colonne tous les éléments qui ont des propriétés semblables. Et donc ça permet de prévoir, a priori, si on utilise du sodium, qu'on va pouvoir prendre du potassium ou du lithium ou des choses comme ça. Et ça, c'est valable pour tout le monde, sauf peut-être carbone-silicium. Silicium, germanium, étain, plomb, ça va. Ça évolue de façon progressive. Mais quand on passe du carbone au silicium, en fait, on passe de deux mondes complètement différents. Bien que la structure électronique du carbone et du silicium, 2 électrons S, 2 électrons P, soit la même, si vous faites par exemple CO2 et SiO2, ce n'est pas du tout la même chose. CO2, vous avez des doubles liaisons, les oxygènes sont saturés, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, mais SiO2, ce n'est pas du tout pareil, il n'y a que des simples liaisons, l'oxygène, il faut continuer le réseau, et on obtient un réseau solide. Et donc sur ces deux éléments, d'un côté, vous avez la chimie moléculaire qui va donner tout le vivant, et puis de l'autre côté, vous avez la chimie fine qui va donner tout le monde minéral. Donc vous avez entre carbone et silicium une véritable coupure qui donne sur deux mondes étrangers l'un à l'autre, le vivant, le minéral. Alors c'est un petit peu ça qui m'a intéressé, parce qu'en tant comme des matériaux, on travaille sur le minéral, et l'histoire du minéral, c'est le feu. Le traitement des matériaux, que ce soit des métaux, des céramiques, des verres, c'est toujours autour de 1000 degrés. Clément Sanchez l'a souligné tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle les arts du feu. Mais c'est des arts du feu qui sont quand même bougrement importants, parce que toute l'histoire de l'humanité se résume à l'évolution des matériaux, et l'évolution des matériaux, si on la regarde, c'est aussi l'évolution des températures, l'aptitude à faire des températures de plus en plus élevées, et je dirais que le 20e ou 21e siècle, c'est le siècle du silicium, parce que le silicium, pour le réduire, la silice en silicium, c'est au moins 2000 degrés. Mais derrière cette affaire-là, l'aptitude à obtenir du silicium, à maîtriser le silicium, c'est toute notre vie qui a changé. C'est l'électronique, l'informatique. Quand j'étais plus jeune, la télévision, c'est ce qui était à gauche. Maintenant, c'est l'écran cathodique. Le téléphone, c'était ceci. Maintenant, c'est le smartphone. Vous voyez que la simple découverte du silicium, plutôt maîtrise du silicium, et donc aptitude à obtenir des températures de plus en plus élevées, c'est ce que j'appelle la guerre du feu. C'est-à-dire, est-ce que notre civilisation, c'est simplement la guerre du feu, c'est-à-dire obtenir des températures de plus en plus élevées, des procédés de plus en plus sophistiqués, etc. Alors ça, c'est quelque chose qui m'avait un petit peu préoccupé à l'époque où je faisais plus de journalisme que de recherche, et que j'ai écrit un article dans Le Monde il y a à peu près une quarantaine d'années, en disant qu'il faudrait essayer de développer une chimie douce qui s'intègre de façon plus harmonieuse dans les procédés naturels. C'est pour vous montrer que c'est vrai, c'est une photocopie de l'article du Monde. Je fais une bêtise. Et la question que je me pose, c'est deux mondes étrangers, le vivant, le minéral, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de les lier l'un à l'autre, de passer de l'un à l'autre? Alors évidemment, pour passer du monde minéral qui est à 90% de la silice et des silicates, et au monde vivant, il faut bien sûr dissoudre. C'est forcément par la silice dissoute qui donne donc cette molécule et qui va ensuite intégrer le métabolisme de plantes ou de micro-organismes ou de choses comme ça. Alors les plantes, ce n'est pas très intéressant parce que c'est la silice dissoute qui passe dans la sève et puis ensuite qui va précipiter entre les cellules végétales, donc ça va donner des propriétés mécaniques, etc. Mais je dirais qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Par contre, dans le domaine des micro-organismes, et je vais parler bien sûr des diatomées, là c'est beaucoup plus intéressant. Alors ce que j'ai marqué ici, c'est simplement l'expédition de Tara, je ne sais pas si vous avez suivi, qui parcourt tous les océans et qui ramasse un peu dans le plancton marin pour voir un petit peu ce qu'il y a. Le plancton, c'est quelque chose qui est extrêmement riche.
c'est des milliers ou millions même d'organismes, micro-organismes. Et là-dedans, je vais juste choisir les diatomées, dont Clément a déjà parlé. Alors, diatomées, c'est des microalgues unicellulaires, c'est-à-dire une seule cellule. Une seule cellule, c'est du phytoplancton, c'est-à-dire qu'ils font de la photosynthèse, et par conséquent, il faut qu'ils font de la photosynthèse, d'accord? Puis cette cellule, il faut qu'elle se protège du milieu extérieur, et elle le fait avec une carapace de silice, et c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est cette carapace de silice qui est la transition entre le minéral et le vivant. Alors, ces diatomées, le plancton en général, joue un rôle extrêmement important parce que c'est juste à l'interface entre l'océan, c'est à la surface de l'océan, entre l'océan et l'atmosphère. Et par conséquent, ça joue un rôle fondamental dans le cycle du carbone, du CO2, du réchauffement climatique. C'est par la photosynthèse, mais ça joue aussi un rôle fondamental dans le cycle du silicium, puisque ça récupère la silice et qu'ensuite ça va la redonner. Et une fois que les diatomées sont mortes, elles reviennent au cycle normal, c'est-à-dire que la cellule va donner le pétrole et le frustule, la carapace, va redonner des silicates. Donc on a fait le tour de la question, mais on a fait la transition du minéral au vivant. Alors des diatomées, il y en a plus de 100 000 espèces différentes, vous avez ici, pour les montrer. Il y en a partout, dans l'eau de l'océan, l'eau salée, l'eau douce, l'eau saumâtre, etc. Même dans les caniveaux de la ville de Paris. Si vous sortez, vous regardez le caniveau, vous prenez une goutte d'eau et vous allez voir que dans cette goutte d'eau, il y a des dizaines ou des centaines de diatomées. Donc c'est vraiment des micro-organismes que l'on trouve partout, qui sont connus depuis les expéditions marines du XIXe siècle. C'est en particulier, je pense à Charles Darwin, qui s'était extasié en disant « Mais pourquoi est-ce que c'est si beau ? Est-ce que c'est juste pour le plaisir des yeux ?» Alors, ce que je vais essayer de montrer, c'est que quand même, ces micro-organismes, c'est la beauté de ces micro-organismes, je dirais même la beauté de la nature, est quelque chose de très important pour la curiosité du scientifique, et qu'il y a vraiment une corrélation entre ces deux mondes. Alors, première chose que nous montrent les diatomées, c'est la chimie douce. C'est justement cette aptitude à fabriquer des matériaux, du verre, de la silice, dans des températures ordinaires, des conditions biologiques. Alors, bon, ça c'est ce que j'appelle quand l'eau remplace le feu. Quand vous avez des poteries romaines, ici bien sûr elles sont faites dans un four, les diatomées font la même chose, mais dans l'eau à température ambiante. Alors je vais passer assez vite pour ici. Comment elles font? C'est simple, c'est simplement les silicates, 90% de l'écorce terrestre, quand il pleut, les rivières, etc., ça se dissout, bien que ce ne soit pas très soluble. Donc vous avez de l'acide silicique dans l'eau, et la diatomée va récupérer ça et va simplement faire ce qu'on appelle une polymérisation, c'est-à-dire vous avez ce genre de réaction ici, que vous connaissez bien. Et quand on fait ce genre de réaction, on passe d'une solution limpide à un solide et on passe par des étapes qui sont des solutions colloïdales, des sols ou des gels, d'où le nom de procédé sol-gel. Il n'y a rien de bien mystérieux. Alors ça, c'est une manip qui est assez jolie à faire, qui montre comment se fait la polymérisation. On prend une solution de silicate de sodium, on met des petits cristaux dedans, et puis ce qu'on voit, c'est polymériser de la silice ou des silicates. Donc c'est à peu près la réaction qui se produit au sein des diatomées. Alors, ça produit au sein des diatomées, c'est-à-dire que les diatomées récupèrent la silice dissoute dans l'eau, ça passe à travers les membranes par les canaux ioniques, et puis ça vient dans des vésicules, et c'est à l'intérieur de ces vésicules que se fabrique la silice, et ensuite elle les dépose autour pour faire la membrane. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette opération, ça se fait au moment où la cellule de la diatomée se divise en deux, puis en quatre, puis etc. C'est à ce moment-là, alors une diatomée, c'est comme une boîte de pétri, avec un couvercle, un fond, ça s'ouvre. Mais au moment où ça s'ouvre, bien évidemment, il y a une partie de la carapace qui n'est plus là, et il faut la faire. Donc c'est à ce moment-là que la diatomée va fabriquer cette silice. Alors ce qui est assez remarquable, c'est qu'elle le fait à température ambiante en à peu près 1 à 2 heures. Pour ceux qui connaissent un peu l'industrie verrière, entre le moment où vous prenez le sable, vous mettez dans le fourneau, et que à la fin, vous sortez l'apparaison, c'est une douzaine d'heures, au-dessus de 1000 degrés. Là, c'est 1 à 2 heures à température ambiante. Donc, évidemment, une économie d'énergie importante. C'est le premier avantage de ces procédés sol-gel. Deuxième avantage, c'est la muraille de Chine. C'est-à-dire que vous allez construire votre matériau brique par brique. Et vous pouvez donc, à chaque endroit, mettre la brique comme ça ou comme ça. C'est-à-dire contrôler la nanostructure du matériau que vous allez faire. Et puis enfin, c'est quelque chose qui se fait à partir de solutions
et non pas à partir de solides. Et donc, c'est la chimie des solutions qui va permettre de fabriquer maintenant les matériaux. Alors, c'est cela qu'on appelle les procédés Sol-Gel. Alors, juste un tout petit peu d'histoire très rapide. Première publication scientifique, Ebelman, 1845, c'était même, je crois, le 25 août 1845, où il décrit justement une polymérisation comme ceci. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce domaine de recherche, c'est l'industrie qui a démarré. L'industrie qui a démarré en 1939, juste avant la guerre, premier brevet de shot pour faire du verre par ce procédé-là. 1939, pour développer procédé industriel, ce n'était pas la bonne période. Il a fallu attendre une vingtaine d'années pour pouvoir effectivement pour commercialiser ces produits. Et ce que je trouve remarquable, c'est que le premier congrès scientifique, c'est encore presque plus de 20 ans après. C'est-à-dire vraiment les scientifiques ont suivi, mais de très loin derrière l'industrie. D'ailleurs, quand on a démarré ces recherches-là en France, les autorités scientifiques de la France disaient « c'est ce qui se fait de plus mauvais dans notre pays ». C'était encourageant. Ouais. Alors l'intérêt, à partir du moment où vous partez d'une solution, vous allez pouvoir faire facilement des petites particules, comme ceci, par pulvérisation, Clément en a parlé, que vous allez pouvoir déposer, je cite simplement le travail de nos collègues de Montpellier pour faire par exemple des membranes d'ultrafiltration. Vous pouvez, quand c'est un peu visqueux, faire étirer une fibre, faire des fibres de silice, des fibres d'alumine, et par exemple, de telles fibres ont été utilisées pour faire les briques réfractaires de la navette Columbia. Et vous pouvez, c'est l'application la plus importante, faire des revêtements. Simplement, vous prenez le vitrage, vous le trempez dedans et vous le ressortez. C'est très facile et vous avez un revêtement des deux côtés. Alors vous faites ça, c'est industriel abondamment. Donc des revêtements de différents trucs. Vous pouvez faire ces revêtements de différentes façons, par deep coating, c'est ce que je viens d'indiquer, par pulvérisation, par spin coating en faisant tourner, sur tout un tas de matériaux, puisque vous n'avez pas besoin de chauffer très haut, vous allez pouvoir faire ces polymères, des métaux, des siliciums. Donc c'est un procédé qui a très vite débouché sur les applications industrielles, je dirais même avant les recherches scientifiques. Tout un tas d'applications que je ne vais pas développer ici, mais maintenant c'est des procédés industriels courants, je dirais. Deuxième avantage de cette affaire-là, c'est de la chimie douce, c'est-à-dire compatible avec l'organique et, on verra tout à l'heure, avec le vivant. Et on peut de ce fait fabriquer des matériaux qui sont totalement originaux, qui sont les hybrides dont Clément a parlé, donc je vais aller assez vite, où c'est des nanocomposites, je dirais à l'échelle moléculaire, du minéral et de l'organique, mais ce n'est pas des fibres, etc. C'est vraiment des molécules enchevêtrées les unes aux autres et qui vous donnent des matériaux que vous voyez ici, qui sont très beaux, que l'on peut polir, que l'on peut faire en moule, etc. Donc, ils se travaillent très, très bien. Alors, par exemple, c'est des colorants, et alors il y a tout un tas d'applications du côté, par exemple, de l'optique non linéaire, de la luminescence, du laser, je vais passer assez vite, des revêtements, même muraux pour des bâtiments comme ceci, où vous voyez que le composite hybride est bien meilleur en qualité que la peinture purement silicate ou purement organique, c'est-à-dire que les propriétés des deux composantes se renforcent. Des applications inattendues, comme par exemple pour les dents, pour boucher les dents, au lieu de mettre comme ceci du métal, eh bien on met un hybride qui tisse, c'est aussi un produit qui est commercialisé. Une application de notre collègue David Avenir de Jérusalem pour faire des crèmes solaires. Faire des crèmes solaires, c'est en général un produit organique qui va absorber les UV, mais ce produit organique se dégrade avec les UV et ce n'est pas très bon pour la peau, donc il faut l'isoler. Ce qui a été fait ici en encapsulant le produit organique dans des petites billes de silice et on en fait une crème, et ça, là encore, c'est quelque chose qui est actuellement commercialisé. Donc, application des hybrides, je passe assez vite. Là encore, vous allez trouver des tonnes d'applications. Par exemple, des applications, je dirais, de prestige. C'est le toit auto-nettoyant du Théâtre national de Pékin, ou bien des applications très simples, les semelles des fers à repasser, qui sont des hybrides de façon que ça glisse mieux sur le linge. Point plus avancé encore, non seulement c'est compatible avec l'organique, mais c'est compatible avec le biologique. Donc, on peut développer les biotechnologies. En général, biotechnologie, c'est par exemple des enzymes qu'on va utiliser pour faire de la lessive.
mais on a intérêt, ces enzymes, si on ne veut pas que le bébé parte avec l'eau du bain, ben on a intérêt à les fixer, et en général, bien sûr, c'est des polymères naturels ou synthétiques. Alors, ce qu'on peut faire, c'est simplement les encapsuler, les piéger dans un gel de silice, et utiliser ce gel de silice pour faire de la catalyse. Alors l'intérêt, c'est que l'enzyme va se trouver piégée à l'intérieur des pores, donc va être protégée du milieu extérieur, qui peut le dégrader, et ne va pas partir, il n'y aura pas de lixivation. Donc on va bien la conserver. Et deuxième intérêt, vous savez que la catalyse enzymatique, c'est l'histoire de la clé et de la serrure. C'est-à-dire qu'il faut que l'enzyme ait bonne configuration. Ben, ça veut dire que si vous êtes arrivé à piéger votre enzyme dans le gel à la bonne configuration, à ce moment-là, vous allez avoir des propriétés tout à fait excellentes et ça ne va pas se dégrader. Alors ça, l'application qui a été développée, c'est en particulier avec les lipases. Donc c'est un catalyseur qui catalyse ce genre de réaction, hydrolyse et stérification. Donc c'est le b.a.-ba de la chimie organique. Vous allez trouver ça dans l'industrie du pétrole, la synthèse agrochimie, etc., etc. Alors le problème, c'est le suivant. C'est que quand l'ester est assez gros, c'est-à-dire que le radical R ici est un peu volumineux, ce n'est pas soluble dans l'eau. Donc vous travaillez avec une émulsion de l'ester dans l'eau. Une émulsion de l'ester dans l'eau et la catalyse. Tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû faire une bêtise. Tu sais ce qui se passe? Attends, c'est là. Ah. C'est coincé ici, là. Oui, je n'avais pas vu. Hop, vas-y. Voilà. Ah, il est bon, hein? C'est mon élève, hein, donc forcément, il est bon. Non, le problème, là, c'est que d'un côté, vous avez l'enzyme dans de l'eau, la partie graisse, je dirais, l'ester, et forcément, c'est à l'interface que ça se fait. À l'interface entre une fonction hydrophobe et hydrophile, ça veut dire que pour que ça marche bien, il faut que la balance hydrophile-hydrophobe soit optimum. Alors ça, c'est fait. Ça a été fait comme ceci. C'est-à-dire que si on prend que de la silice c'est purement hydrophile, ça ne marche pas bien. Hein. Et par contre, si on ajoute des radicaux organiques, à ce moment-là, selon la quantité, la nature, etc., on peut régler la balance hydrophile-hydrophobe et l'activité maintenant est 100 fois supérieure à ce qu'elle serait autrement. C'est commercial, ça aussi. Hein. Du côté de la santé, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, vous connaissez l'histoire des nanoparticules, de la nanomédecine. C'est-à-dire que les nanoparticules, bien sûr, c'est nuisible, mais l'intérêt aussi, c'est que comme ça pénètre dans les cellules, eh bien, ça peut servir de vecteur pour apporter des médicaments à l'intérieur des cellules. Donc, c'est ce qui est marqué ici. Alors, on peut faire des petits containers, des petits récipients par les procédés Sol-Gel. Donc, on va faire des nanoparticules. On va mettre autour des molécules cibles qui vont reconnaître, par exemple, les cellules cancéreuses, et à l'intérieur, le médicament que l'on veut importer. Je passe assez vite parce que c'est quand même quelque chose, je crois, qui est maintenant très connu. Mais si, par exemple, à l'intérieur des petites particules, vous avez mis des molécules luminescentes, eh bien, vous allez, par exemple, pouvoir, simplement par éclairage UV, vous allez pouvoir détruire la clé de ceci, ou bien, avec des particules magnétiques et un champ magnétique, le sarcome qui est ici. On peut aussi apporter un médicament à l'intérieur des cellules cancéreuses. Et l'intérêt, bien évidemment, de cette manip-là, c'est que si vous faites de la chimiothérapie, hein, le médicament ne va aller que dans les cellules cancéreuses et pas partout. Alors que quand vous faites de la chimiothérapie normale, ben, ça va un peu partout et vous perdez vos cheveux, etc. Alors que là, c'est bien sûr beaucoup plus ciblé. Ce n'est pas simplement de l'invention. Hein. Il y a une start-up en France qui s'appelle Nanobiotics qui développe un système de nanoparticules comme ceci pour traiter les sarcomes. Et puis, bien évidemment, il y a notre collègue Patrick Couvreur qui fait de la nanomédecine. Donc, voilà. Ça, c'est le travail qu'on a fait au laboratoire. C'est sur la leishmaniose avec Marc Gentilini
à la pétier salpêtrière. Alors la leishmaniose, c'est simplement une maladie qui est un peu genre du paludisme, hein, qui est transmise par des moustiques, hein, le phlébotome, qui va dans le sang puis qui vous fait tout un tas de malheurs. Alors comment ça marche? Le moustique va vous injecter des cellules parasites qui s'appellent les leishmanies, donc c'est ça le parasite qui va venir dans votre organisme. Votre organisme va se défendre en produisant des anticorps qui vont se fixer de façon tout à fait spécifique sur le parasite, et c'est cette réaction-là que vous utilisez pour voir si le patient a été piqué ou pas piqué, disons s'il est séropositif ou séronégatif. Alors ce que nous avons voulu voir, c'est, bon ça c'est des tests qui se font couramment à l'hôpital, hein, y compris pour détecter les virus, etc. actuellement. Hein. Alors ça se fait, c'est ce qu'on appelle une méthode ELISA, c'est-à-dire dans des plaques qui sont comme ceci. Alors ce que l'on a fait, c'est que ces parasites, ces leishmanies, on les a encapsulés dans des gels de silice et on les a mis dans cette plaque-là. Et ensuite, on a fait la détection, c'est-à-dire qu'on a pris le sérum d'un patient qui a ou qui n'a pas été piqué, donc qui a ou qui n'a pas la maladie. On le fait passer sur les leishmanies, et s'il y a des anticorps, c'est-à-dire s'il est séropositif, les anticorps se fixent, et à ce moment-là, on les détecte. Donc c'était une méthode tout à fait classique de détection de séropositivité. Alors ce que l'on voit quand on fait cette affaire-là, c'est que d'une part, si on regarde un peu en microscopie électronique, on voit que l'on n'a pas détruit la cellule de la leishmanie. Ça veut dire qu'elle va garder ses propriétés antigéniques. Et effectivement, si on fait des tests avec les sangs d'un patient, donc dans l'hôpital en grandeur réelle, eh bien, vous voyez que si le patient est positif, eh bien, vous avez une densité optique qui est beaucoup plus forte. Donc, on peut détecter une séropositivité au sein de cette silice. Alors, quel est l'intérêt de cette affaire-là? C'est des collègues brésiliens qui l'ont développé. C'est que ça vous permet de faire des tests de séropositivité ailleurs qu'à l'hôpital. Vous emportez vos petites pastilles et vous pouvez faire ça dans le Sahara ou dans la forêt amazonienne. C'est ce qu'ont fait les collègues brésiliens. Donc vous pouvez faire les tests dans la forêt amazonienne. Vous avez simplement ça dans vos bagages et puis vous regardez si ça change de couleur. C'est que vous êtes séropositif. Vous avez intérêt à retourner vite fait à Rio de Janeiro à l'hôpital. Donc vous voyez, par exemple, par immunofluorescence, on peut mettre en évidence. Point encore important, on se rapproche du minéral et du vivant, les matériaux vivants. Alors, matériaux vivants, c'est-à-dire, est-ce que la chimie douce est compatible avec le vivant? Et je prends l'exemple des diatomées qui vous dit oui, la diatomée, c'est quoi? C'est un micro-organisme vivant dans une boîte en verre et qui fonctionne, hein, qui fait de la photosynthèse, comme c'est écrit ici. Donc, on devrait pouvoir, nous aussi, faire la même chose en s'inspirant de cette affaire-là. Alors, ça veut dire qu'on va piéger, encapsuler des organismes vivants, ou plutôt des micro-organismes vivants, au sein de gel de silice. Alors, je sais simplement que le premier qui a fait ça, c'est notre ami Gottardi en Italie. Et là, il y a tout un tas de cellules qui ont été piégées dans les gels de silice. Alors, l'intérêt de cette affaire-là, c'est d'une part que le micro-organisme que vous avez piégé est protégé, que vous pouvez le mettre en forme, que vous pouvez, etc., faire des manips, et vous allez avoir des applications. Là, je vais développer juste un type d'application qui est la lutte contre la pollution. Donc, vous voyez, cette rivière est très polluée. Ce que l'on va faire, c'est un système de fibre optique pour faire la mesure. Alors, ce système de fibre optique, donc vous avez ici la fibre optique que vous allez plonger dans l'eau, dans laquelle il y a le cas échéant des bactéries ou des pesticides et des choses comme ça. Mais au bout de la fibre optique, vous allez faire une petite pastille, un petit film de silice dans lequel vous avez piégé les substances actives. Donc ça va vous servir d'intermédiaire entre d'un côté la physique, l'électronique, la fibre optique, et de l'autre côté le monde biologique. Alors, on a fait ça avec des microalgues qui s'appellent les chlorella, qui sont ici, qui font de la photosynthèse. Photosynthèse, c'est-à-dire qu'il y a de la chlorophylle, et la chlorophylle, vous savez, ça a des propriétés de luminescence, de photofluorescence, hein, donc lorsqu'elle est active. Donc, on va mettre ça au bout de la fibre optique, et on va regarder, on va exciter avec des UV,
et on va regarder ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a des herbicides, donc l'eau a été polluée, vous avez une variation de la réponse. Donc la variation de réponse ne permet pas de distinguer les différents pesticides, hein, mais vous dit c'est pollué, c'est pas pollué. Et si c'est pollué, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez maintenant un autre organisme, par exemple ici le champignon qui est ici, et vous faites un bioréacteur. Et vous allez voir, par exemple ici, vous avez une petite pastille de silice dans laquelle vous avez mis ces champignons. Vous la plongez, alors là, la manip a été faite avec du verre de malachite pour qu'on puisse voir. Vous la plongez dans cette solution-là, et vous voyez qu'au bout de quelques temps, tout le verre de malachite est dans la petite pastille ici, et que la solution a été purgée. Donc vous pouvez remédier à la pollution avec les micro-organismes que vous pouvez récupérer, recycler, etc., hein, ce qui est quand même un intérêt. Le miracle de Bolsena. Le miracle de Bolsena, c'est simplement la manip suivante. C'est simple, quand vous regardez l'ossie, parfois il y a des traces rouges, et les traces rouges, c'est évidemment les traces du sang du Christ qui est dans l'hostie, hein, tout le monde le sait. En fait, le phénomène biologique qui est là derrière, c'est simplement qu'on a des bactéries qui s'appellent le Serratia marcescens qui fabriquent un colorant qui s'appelle la prodigiosine. C'est cette molécule-là. Alors, prodigiosine, bien sûr, parce qu'elle est rouge et qu'elle imite les taches de sang. Alors, l'intérêt de cette prodigiosine, donc produit par les bactéries, c'est que c'est par exemple un anticancéreux. Hein, ça va détruire les cellules cancéreuses. Donc, on peut fabriquer un médicament à partir de cela pour traiter les cancers. Alors, ce que l'on a fait, c'est simplement de piéger ces bactéries à l'intérieur d'un gel de silice, c'est ce qui a été fait ici. On met au-dessus une solution nutritive, puisque les bactéries, pour qu'elles travaillent, il faut qu'elles puissent se nourrir, métaboliser, etc. Hein, d'accord ? Et puis, on regarde ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, c'est que la solution va devenir rose, c'est-à-dire que les bactéries ont continué non seulement à survivre, mais encore à produire, à travailler. Donc, ça peut être intéressant pour fabriquer de cette façon-là les produits, hein, les prodigiosines. Un point qui est intéressant quand on regarde un peu, qu'on étudie les bactéries, c'est que les bactéries ont un certain métabolisme, mais elles vont communiquer entre elles. C'est ce qu'on appelle le quorum sensing. Communiquer entre elles, ça veut dire que cette bactérie va fabriquer des molécules, cette molécule-là, qui va diffuser et passer à travers la membrane de la bactérie voisine et modifier son métabolisme, de façon que les deux bactéries se comportent de la même façon. Alors ça se produit quand les bactéries sont en contact les unes avec les autres, et à ce moment-là, elles vont toutes travailler de la même façon. Le problème, c'est si vous voulez étudier comment parlent les bactéries, comment elles communiquent, vous pouvez faire pas grand-chose, parce que vous avez tout de suite une colonie. Et donc, vous ne pouvez pas savoir quel est le comportement individuel de chaque bactérie. Par contre, si vous les avez encapsulées, les bactéries sont isolées les unes des autres, et je peux, moi, de l'extérieur, rajouter telle ou telle molécule et voir ce qui se passe. Donc, je peux commencer à parler avec les bactéries et à comprendre ce qu'elles disent. Alors, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, la même manip que tout à l'heure, mais en plus, dans la solution nutritive, on met certaines molécules, c'est celles qui sont ici, et on regarde ce qui se passe. Bien, ce qui se passe, c'est que si on regarde au bout d'un certain temps, là c'est une semaine, eh bien, si on a mis des molécules de quorum sensing, la production est meilleure. Donc, l'activité est plus importante. Non seulement ça, mais vous voyez qu'au bout d'un mois, avec cette molécule-là, 100% des bactéries sont encore vivantes. Donc, vous voyez qu'on peut améliorer le rendement d'un bioréacteur en étudiant ceci. Il n'y a pas que ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. Quand vous avez des bactéries, par exemple sur les dents, les choses comme ça, bon, les bactéries vont proliférer, et donc va former des colonies où vous allez avoir un film bactérien sur les dents. Ce qui se passe, c'est la chose suivante. Tant que les bactéries ne communiquent pas entre elles, ça n'est pas pathogène. Mais à partir du moment où elles se collent, où elles échangent les signaux de quorum sensing, à ce moment-là, c'est pathogène. Ce
que je dirais, c'est l'union fait la force. Alors, sans pathogène, ça veut dire que si on veut lutter, en général, ce qu'on met, c'est des antibiotiques. Les antibiotiques, vous le savez, ce n'est pas automatique. Donc, il serait intéressant de trouver d'autres façons de lutter contre les infections bactériennes. L'autre façon, c'est simplement non pas de les tuer, mais simplement de les empêcher de parler entre elles. C'est ce qu'on appelle des molécules de quorum quenching. Eh bien ça, en étudiant un petit peu ce comportement-là dans des gels modèles, eh bien, on peut effectivement résoudre certains problèmes. Alors ça, c'est une maladie qui attaque ces algues-là, qui est due donc à des bactéries, et on s'est aperçu qu'avec cette molécule-là, la furanone, on arrive effectivement à soigner c'est des souris, des souris ici. Donc vous voyez, là, il y a très peu de travaux pour le moment sur cette affaire-là, mais que c'est une voie quand même qui est prometteuse pour étudier le comportement des bactéries. Alors il y a deuxième point que je voudrais souligner. Premier point que j'ai souligné, c'était la chimie douce, c'est-à-dire la possibilité de faire des matériaux à des températures convenables. Le deuxième point que je voudrais souligner et qui me paraît très important, c'est celui qui est ici. Alors j'avais dit ceci, j'avais dit que le tableau périodique c'était très bien parce que ça va permettre de fabriquer un matériau comme on fait une symphonie à partir des gammes. Et ce qu'on va faire, c'est évidemment toute la technologie moderne. Pour optimiser les propriétés du matériau, on rajoute tel élément, un élément, on pioche dans le tableau périodique, au point, vous voyez par exemple, que pour faire un smartphone, on utilise à peu près une quarantaine d'éléments différents. C'est très joli. Les smartphones ont des propriétés tout à fait extraordinaires pour prendre des photos, etc. Mais le problème, c'est que tous ces éléments, premièrement, il y en a qui sont rares, il faut aller les chercher en Chine. Deuxièmement, ils ne sont pas forcément faciles à recycler. Donc vous voyez qu'on se trouve devant tout un tas de problèmes de trouver les bons éléments. On peut, effectivement, mais il faut les chercher. Eh bien, dans le vivant ne fait pas du tout pareil. Le vivant, c'est un autre monde. Le vivant ne fait pas du tout pareil. La matière vivante, 96% de matière vivante est formée de simplement les 6 éléments qui sont ici. Ces éléments sont abondants, on en trouve partout. Ils sont recyclables, bien évidemment, du carbone, du phosphore, ça se recycle partout. Et par conséquent, c'est pour avoir les propriétés recherchées, le vivant, il va jouer non pas sur la composition comme nous, mais sur la nanostructure. Et je voudrais prendre, c'est l'exemple bien connu du papillon, je vais passer assez vite, le morpho qui est ici. Le papillon, les ailes du papillon, c'est de la chitine. Et le papillon, il faut qu'il se débrouille avec cette chitine pour faire tout. Il ne peut pas aller acheter chez le marchand de couleurs un truc pour faire ceci, un truc pour faire cela. Il faut qu'il se débrouille avec. Donc sur les ailes, il se débrouille en jouant sur la nanostructure que je vais montrer rapidement. Alors sur les ailes, il y a des écailles de chitine, bien évidemment, qui vont protéger un peu comme les tuiles d'un toit. Ces écailles, si vous regardez, il y a une nanostructure, il y a des stries. Ces stries, ça permet de jouer sur l'hydrophobie. C'est un peu l'histoire de la feuille de lotus, c'est-à-dire que les gouttes d'eau ne vont pas pénétrer entre les stries, et donc elles ne vont pas mouiller les ailes, premièrement, et deuxièmement, à partir vers l'extrémité des ailes. Donc ça évite l'eau et même ça entraîne les impuretés. Ça nettoie l'aile directement. Si vous regardez ces stries d'un peu plus près, vous voyez que ça forme des lamelles comme ceci. Ces lamelles, je vais passer ça parce que je trouve que c'est joli, sont responsables de la couleur. La couleur, pourquoi ? Parce que ça forme des cristaux photoniques. Cristal photonique, un cristal, vous savez ce que c'est des atomes, des plans réticulaires d'atomes, et avec des distances de l'ordre de l'angstrom, c'est-à-dire des rayons X, vous avez la diffraction des rayons X. Dans le cas photonique, c'est des distances de l'ordre de la longueur d'onde de la lumière, et ça fait de la diffraction de la lumière. Résultat, donc c'est des variations d'indice optique entre l'air et la chitine, et le résultat, ça va vous donner de la diffraction de la lumière et donc des phénomènes colorés. Donc c'est ça la nanostructure. Vous voyez que le papillon, juste en jouant sur la nanostructure, il arrive à avoir des bonnes propriétés mécaniques, de l'hydrophobie, de la couleur, etc. Enfin, tout ce dont il a besoin. Dans le cas du verre, nous, comment on fait ? Selon l'application, on fait une morphologie différente.
On va utiliser des compositions, vous voyez que j'ai mis les compositions ici en rouge, différentes selon les propriétés recherchées. La diatomée ne peut pas faire ça. Il faut qu'elle se débrouille. Il faut qu'elle se débrouille avec sa carapace de silice pour avoir un certain nombre de propriétés. Alors ces propriétés, par exemple, il faut que ce soit une carapace solide. Carapace solide, dans la plupart des organismes marins, c'est simplement la précipitation du carbonate de calcium. Mais évidemment, ça donne une céramique. Par conséquent, elle va choisir de la silice pour faire du verre qui est transparent. Pourquoi? Pour faire la synthèse. Donc, c'est la raison pour laquelle les diatomées font de la silice, du verre, et non pas de carbonate de calcium comme les moules, les huîtres ou des choses comme ça. Deuxième chose, il faut que cette cellule qui est piégée à l'intérieur de cette boîte communique avec le milieu extérieur. Alors pour une huître, c'est facile, c'est un bivalve, ça s'ouvre, c'est terminé. Mais pour une diatomée, la cellule toute seule, elle ne va pas pouvoir soulever le couvercle. Donc il faut qu'il y ait des trous. Donc c'est poreux. Alors pour eux, c'est ça l'application essentielle. C'est la production, la diatomite, c'est des produits industriels. On fait des filtres avec. Donc on fait des filtres. Vous connaissez aussi l'application pour faire la dynamite d'Alfred Nobel. Et donc si on regarde un petit peu comment est formée cette carapace, c'est un peu deux parties, un fond, un couvercle et puis une ceinture au milieu. Alors là, je vais passer vite parce que tu as passé les photos. Donc on a regardé un petit peu quelle était la morphologie des trous et on s'aperçoit qu'on a, c'est pas le hasard, très clairement, il y a 3 étages de trous et en particulier, ce que vous regardez ici, c'est que ces trous sont répartis de façon régulière. C'est-à-dire que la diatomée, c'est juste une cellule, est capable de faire sa boîte et de faire des trous qui font des cristaux photoniques. Donc, elle va se faire des cristaux photoniques, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc jouer avec la lumière, et ça se voit à l'œil parce que c'est opalescent, donc les diatomées sont opalescentes comme l'opale. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va pouvoir jouer avec la lumière. Si on éclaire cette frustule ici, et on s'aperçoit que selon la longueur d'onde, ça pénètre plus ou moins. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que cette répartition des trous va permettre à la diatomée de rejeter les UV. Donc elle va pouvoir venir le plus près possible de la surface sans être brûlée par le soleil. Nous, quand on va à la plage, on met une crème solaire. Elle ne peut pas s'acheter une crème solaire. Et donc, elle a fait ces trous de façon à faire des cristaux photoniques. Donc, c'est la façon de se protéger du milieu extérieur en jouant sur cette nanostructure. Alors, je ne sais pas si... parce que ça fait déjà pas mal de temps. Non, moi, je vais passer assez vite dans cette affaire-là. Bon, ça veut dire simplement qu'on peut imiter ou qu'on peut même utiliser ces diatomées pour leur nanostructure pour faire des choses. Par exemple, quand on fait la culture des diatomées, on peut mettre dans le bain de culture ce que l'on veut, et en particulier, on va pouvoir mettre, par exemple, du germanium dedans, et donc ces diatomées vont posséder des propriétés d'électroluminescence du germanium bleu ou du manganèse, par exemple. On peut aussi, je pense ici aux cellules solaires de Michael Greitzel, qui sont les cellules solaires à colorant, c'est-à-dire dans lesquelles les UV vont exciter les électrons de ce colorant-là, qui vont passer sur l'électrode qui est là avec de l'oxyde de titane, et ça va générer un courant photovoltaïque. Le problème, bien évidemment, c'est qu'il faut que l'interface solide-liquide soit le plus grand possible, et on peut s'amuser à faire ça, c'est-à-dire que dans le bain de culture, on cultive les diatomées et à la fin de la culture, on met un sel de titane. Donc ça veut dire que la porosité des diatomées va être recouverte d'un petit film d'oxyde de titane. Et comme il y a une très forte porosité, il va y avoir une interface très importante avec la solution. Et effectivement, on arrive à avoir des cellules photovoltaïques qui ont des propriétés caractéristiques tout à fait intéressantes. Je termine là-dessus pour la beauté des choses. Sur les spicules d'éponge. Alors les éponges, vous connaissez. Les éponges, c'est un truc tout mou. Et pour renforcer un peu cet tissu tout mou, certaines éponges font ce qu'on appelle des spicules, c'est-à-dire des petits morceaux de solides là, qui sont soit du carbonate de calcium, soit de la silice.
Alors ça renforce simplement le tissu. Ça peut donner des fibres comme ceci. Là, je vais passer rapidement un peu, parce que... Pof, pof. Je pense que vous avez eu le temps de comprendre ce qui se passait. Non, mais comme je vois que l'heure avance quand même, je voulais juste focaliser sur un type d'éponge particulier qui est celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle se fabrique une espèce de filet en silice qui est comme ça, qui l'entoure et qui sert simplement, les pores ici sont relativement petits, donc les petites crevettes entrent dedans, vivent en symbiose avec l'éponge, grossissent, mais elles ne peuvent plus ressortir. Ce qui fait qu'on considère, au Japon, c'est considéré comme étant des symboles de la fidélité pour un couple. Bon, alors, ce que je voulais surtout montrer, voilà la crevette qui est coincée dedans. Ce que je voulais surtout montrer pour terminer, c'est la beauté de l'opération. Ce sont des éponges. Les éponges, ça n'a pas de bras, de tête, de jambes, quoi que ce soit. Ben, elles sont capables de tisser ceci. Ça fait à peu près 20 cm. 20 cm de truc. Et si vous regardez, c'est vraiment un tissage extraordinaire. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en regardant, en observant simplement ce genre de choses. Alors je me réfère ici à Léonard de Vinci qui disait « Observer la nature, c'est là qu'est notre futur ». Et puis la réponse à notre ami Darwin, pourquoi c'est-il que c'est si beau? Eh bien c'est si beau parce que ça inspire à faire des biomatériaux, à regarder la nature et à s'inspirer de la nature. Et je voudrais pour terminer rendre hommage à quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, qui est Doug Mackenzie. La photo est ici, qui nous a quittés la semaine dernière, il y a juste quelques jours, qui a été vraiment un des précurseurs de la chimie sol-gel, qui nous a beaucoup aidés pour entrer aux États-Unis, etc. C'est lui, par exemple, qui, le premier congrès en 1981, a fait la conférence plénière du congrès. Il était vraiment à l'origine de ce mouvement de sol-gel et tout ce dont j'ai parlé. Et je voulais lui rendre hommage, simplement. Et puis, vous voyez qu'il a encore rédigé une publication il y a 2 ans. Il en avait 92 à l'époque. Voilà, je voulais quand même rendre hommage à Doug Mackenzie.